Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition de la mi-journée dont voici les titres. Les mamans célébrées aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Jacquesville, dans la région des Grands Ponts, a rendu un vibrant hommage à la grande chancelière. Henriette Dagri-Diabaté honorée pour ses actions en faveur de la cohésion sociale et du développement dans tout le pays. Au sommaire également, l'état d'avancement de l'initiative Cacao et Forêt. Le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, également président du comité de pilotage de ce programme, a échangé récemment avec une délégation de responsables de l'industrie chocolatière mondiale. Le Festival de Cannes 2019, la Palme d'Or a été décernée au film Parasite. Et en fin de journal, à 13h30, nous allons recevoir M. Komissiri Dagnogo, directeur des abattoirs du district d'Abidjan. Bonjour et merci d'être des nôtres. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Notre entretien va porter sur les dispositions prises par le gouvernement ivoirien pour ravitailler les marchés en bétail. A tout de suite. C'est donc aujourd'hui la fête des mères 2019 en Côte d'Ivoire, l'occasion pour les enfants de leur offrir des cadeaux en guise de reconnaissance. À noter que Jacquesville, dans la région sud du pays, a célébré hier par anticipation cet événement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdallah Mabri-Touakeus, représentant le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, a exhorté ces vaillantes mamans à cultiver la paix. Un vibrant hommage a également été rendu à la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté pour ses actions en faveur de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Ils sont venus nombreux, fils et filles des Grands Ponts, célébrer la femme, la mère. Une fête tout en couleurs. La rencontre est l'occasion de célébrer le vivre ensemble. Voyez comment il est beau pour des frères et des sœurs qui se sont opposés farouchement il y a quelques mois de cela au cours des différentes élections. Aujourd'hui, ce sont ces frères et ces sœurs de la région des Grands Ponts qui se retrouvent tous unis à Jacquesville. Représentant le président du conseil régional, le premier vice-président a saisi l'occasion de la rencontre pour appeler les fils et filles de la région à œuvrer au développement des Grands Ponts. Que la politique politicienne ne prenne pas de pas sur la politique de développement. Mettons-nous résolument au travail pour le bien-être de nos populations et partant notre pays, la Côte d'Ivoire. Un appel entendu par les femmes qui, par la voix de la présidente du comité d'organisation, ont dit leur reconnaissance au gouvernement ivoirien. Nous, femmes des Grands Ponts, nous nous engageons devant nos illustres invités, nos chefs, nos élus et toute la vaillante population des Grands Ponts à œuvrer ensemble avec les hommes pour la cohésion sociale et le développement de notre région. En bouchant la même trompe, le ministre Esmaili Ciss, fils de la région, a insisté sur la nécessité aujourd'hui pour toutes les forces vives de la région, sans aucune distinction, de s'unir pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est dans cette dynamique de réconciliation, de cohésion sociale, que s'inscrit le rassemblement des Oufotis pour la paix et le développement. Le RHDP se veut être un creuset pour tous les Ivoiriens, dans leur diversité, afin de construire une paix solide et aller vers l'émergence par le développement de nos différentes régions. Un hommage a été rendu à la grande chancelière, fille des Grands Ponts. À ses côtés, plusieurs autres femmes de la région célébrées pour leur contribution au développement de la localité et pour leurs différentes initiatives sociales. Marraine de la cérémonie, la ministre Candia Camara a salué la nouvelle dynamique d'une Côte d'Ivoire où les femmes sont au cœur de tout, des femmes appelées à jouer leur partition dans le développement du pays. Cette fête s'inscrit pleinement dans la dynamique de la nouvelle vision de la promotion de la femme, telle que voulue et pensée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui reste convaincu que quiconque éduque une femme éduque une nation.
Célébrer ce jour, la grande chancelière Henriette Dari-Diabaté invite les femmes à prendre en main l'éducation des enfants pour des générations de valeurs, mais surtout à s'impliquer dans la recherche de la paix et de l'unité. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre Albert Mabry-Touakeus a salué la mobilisation des fils et filles de la région pour cette cérémonie d'hommage aux mères. Oui, il est important de magnifier nos mères, celles-là même qui constituent le socle de la famille, mères nourricières, éducatrices, formatrices. Elles incarnent tous les rôles vitaux au sein de notre société. Chères mères, femmes vaillantes, femmes valeureuses, merci pour votre contribution significative à la construction de notre pays, à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Albert Mabry-Touakeus a pour finir salué le fort esprit d'unité exprimé par les fils de la région, gage indispensable pour tout développement. Les femmes de la région des Grands Ponts ont reçu plusieurs dons des mains de leur marraine Candia Camara et du représentant du chef du gouvernement. Ils assurent la protection des personnes et des biens. Il s'agit des gendarmes. Leurs épouses ont été célébrées hier à l'école de gendarmerie dans la commune de Cocody. Célébration anticipée de la fête des mères 2019 en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. C'est une initiative de l'association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré et Issa Yeo. La fête des mères est un moment privilégié au cours duquel les femmes en général et les mamans en particulier font l'objet de toutes les attentions. Les épouses des gendarmes de Côte d'Ivoire ne font pas exception à la règle. Cette année, elles sont au nombre de 563 venues de tous les quartiers d'Abidjan qui ont été célébrés pour leur amour, leur bonté, leur courage ainsi que tous les nombreux sacrifices qu'elles font pour le bonheur de leur famille. Sans jamais avoir mis un treillis, ces femmes dont la beauté et la générosité, la sympathie et l'humilité ne souffrent d'aucune contestation sont des véritables Amazones. Parce que grâce au travail précieux qu'elles accomplissent, nous avons des gendarmes disponibles et disposés à servir la nation. Selon le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, par ailleurs parrain de la cérémonie, c'est à juste titre qu'elles doivent être honorées. Selon lui, une maman est essentielle à l'équilibre d'une famille et d'une nation. Pour les femmes de gendarmes, je sais que votre accompagnement est tout particulier. Parce que la vie du gendarme est une vie éprouvante, car il est très souvent engagé dans des opérations de sécurisation qui sont difficiles et souvent au péril de sa vie. Si madame est contente à la maison, ça va se ressentir au niveau de la famille, de l'équipe des enfants, de leur avenir et tout simplement du bonheur dans la famille. Mon général, je suis prêt à recevoir le bureau des femmes, écouter leurs projets, voir comment aider tout particulièrement les femmes des gendarmes qui ont envie de se réaliser, qui ont envie d'avoir des activités génératrices de revenus. L'association des épouses des gendarmes de Côte d'Ivoire a vu le jour en l'an 2000. Son but est de créer une communauté forte pour s'entraider. Également de soutenir leurs maris qui assurent des tâches régaliennes. Le personnel féminin de la radiodiffusion télévision ivoirienne a également été célébré dans le cadre de la fête des mères 2019. Par anticipation, les mamans ont reçu il y a quelques jours des présents de la part du directeur général de la RTI, Fousseni Dambélé. Les détails avec Franck Quadio. Elles sont belles, elles sont braves, les femmes du monde entier célébrées. La RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, n'est pas en marge. Une fête haut en couleurs, prestations d'artistes, défilés de mode et des jeux. Pour planter le décor, le directeur général, Fousseni Dambélé, salue l'engagement et le courage des femmes de la RTI. C'est toujours avec la même émotion que je partage cette occasion spécialement dédiée aux valeurs que vous représentez. Confiance, sérénité,
abnégation, exemplarité sont quelques-unes des valeurs que vous, mères et futures mères de la RTI, incarnez. Un jour pour célébrer et fêter la mère, celles de cet organe de médias publics n'ont pas boudé leur plaisir quand il s'agit de mettre de côté le stress de la charge de travail quotidienne et communier ces moments de la RTI savent s'y mettre. C'est une très belle initiative de la Direction générale de penser aux mamans que nous sommes, parce que nous faisons beaucoup pour le pays, nous faisons beaucoup pour nos familles, nous faisons beaucoup pour nos différents emplois au sein de la RTI, parce que ce n'est pas aisé d'être femme dans une entreprise. On marque une pause et on nous célèbre vraiment, c'est magnifique et c'est important pour nous. Nous sommes vraiment importantes dans l'entreprise et vraiment... Les mots me manquent pour exprimer notre gratitude envers le DG pour cette fête. La célébration de la femme par la Direction générale de la RTI, une activité qui a lieu chaque année, un moment de rapprochement et de partage pleinement vécu. On faisait le point avec Sabine Ouattara et Franck Kouadio. Ramadan 2019 en Côte d'Ivoire, des vivres et non-vivres ont été offerts récemment aux veuves du quartier Biafra dans la commune de Treichville. C'est un don du président de la République, Alassane Ouattara, pour soutenir ces veuves en ce mois sacré de jeunes musulmans. Ahmed Traoré et Walter Amadou Ouattara. Après les communes d'Atekoubé, de Cocody, de Koumassi et de Yopougon, la caravane Solidarité Ramadan continue son chemin. Cette fois, ce sont les femmes veuves de la commune de Treichville qui ont bénéficié des dons du président de la République par le canal de ses émissaires. Des dons composés de kits alimentaires et d'une somme symbolique pour aider les bénéficiaires à faire face aux dépenses du mois de Ramadan. Dans le mois de carême, là, c'est pas tout le monde qui fait ça. Que si on fait ça pour nous, c'est bien. Que Dieu le bénisse. On n'a qu'à avoir la paix, la santé, pour avoir fait encore pour nous donner. Selon le représentant du Premier ministre, cette caravane a été possible grâce à l'appui du président de la République et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui, nous sommes avec nos mamans, les veuves, au niveau de Treichville. Cela pour toujours dire que notre caravane va pour toucher les personnes les plus vulnérables. C'est pour cela que nous avons voulu satisfaire un tant soit peu nos mamans. La politique sociale du gouvernement ne doit pas s'arrêter qu'aux personnes bien portantes. Elle doit aller partout où il peut y avoir des personnes faibles, des personnes vulnérables. C'est pour cela que nous avons choisi au niveau de Treichville les veuves. Les prochaines étapes de la caravane Solidarité Ramadan seront les villes de l'intérieur du pays. Au sommaire aussi, la première conférence internationale sur la problématique du célibat en Afrique. Rencontre organisée récemment par l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus en collaboration avec le Centre de recherche et d'action pour la paix. Le point avec Issaïo. Des femmes célibataires pas bien vues dans la société africaine et à qui l'on accorde peu de considération. Des femmes célibataires qui doivent se battre pour s'imposer. Je suis célibataire. Bon, dans ma famille, je ne suis pas rejetée en tant que telle. Mais ça dépend des familles. Quand tu travailles, que tu n'es pas marié, tu es respecté parce que tu participes aux charges de la famille. Mais quand tu ne fais rien du tout, là tu es rejeté tout. Mais je n'ai pas le choix parce qu'il n'y a pas d'homme qui est venu se présenter pour se marier. Sinon que ce n'est pas mon souhait. Pour les jésuites, en Côte d'Ivoire, une femme, qu'elle soit célibataire ou mariée, demeure une femme. Nous voulons promouvoir un nouvel ordre social de justice, de respect de la dignité, un ordre social où ceux qui se marient puissent faire véritablement l'expérience de ce que le mariage promet, la joie, l'amour, mais aussi un ordre social au sein duquel les femmes célibataires se sentent à l'aise dans leur peau. Si être célibataire est un problème pour une femme, qu'elle accepte que c'est un problème, mais c'est bon. Parce que la vie aussi est faite de problèmes. Deux femmes se sont succédées au pupitre pour animer une conférence sur le désir et le vécu de la femme en Afrique pour l'une et sur la question du genre vue en Afrique pour l'autre.
On ne va pas condamner un groupe parce que tu n'es pas dans un mariage légal. Non, il faut t'assumer, il faut aimer, il faut vivre avec les gens avec lesquels tu es en famille, que ce soit social ou biologique. Tu as ton mot à dire. Entrer dans le mariage n'est pas un kit de bonheur. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, qui ont des enfants, mais qui veulent sortir du foyer. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas obligatoirement heureuses dans ce foyer-là. Et il y a des femmes qui, par exemple, sont seules, mais qui, aujourd'hui, elles sont plus épanouies, plus en paix avec elles-mêmes, simplement parce qu'elles ont trouvé un sens à leur vie. Alors, ce que je voudrais dire aux femmes d'aujourd'hui, aux femmes mariées comme aux femmes célibataires, le tout, ce n'est pas d'attendre que quelqu'un d'autre fasse notre bonheur, mais il faut trouver soi-même un sens à sa vie. Il faut un objectif. Les panélistes ont partagé leur point de vue afin d'apporter un changement culturel, social, religieux et politique en matière de promotion de la femme célibataire et de la femme mariée en Afrique. Les militaires du monde entier, dont une délégation ivoirienne, ont défilé dans un esprit de fraternité dans les rues de Lourdes, ville située dans le sud-ouest de la France. Il s'agit du 60e pèlerinage militaire international de Lourdes, autour du thème « Cherche la paix et poursuis-la ». Ève Boué. Cherche la paix et poursuis-la. C'est autour de ce thème que s'est tenu à Lourdes, dans le sud-ouest de la France, le 61e pèlerinage militaire international. 14 000 pèlerins issus de 40 pays et délégations ont pris part à cet événement dont l'objectif principal est de promouvoir la paix. La Côte d'Ivoire est à sa 19e participation avec 73 pèlerins. Ce pèlerinage est particulièrement important pour nous militaires et chrétiens catholiques du surcroît, parce que c'est une longue histoire de réconciliation, de recherche et de poursuite de la paix qui a été entamée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par les militaires chrétiens catholiques français et allemands dans un premier temps, et ensuite tous les pays européens qui ont connu la guerre, et nous les pays africains qui avons également participé à cette guerre. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de venir ici. Et nous disons merci à nos autorités parce que nos autorités ont compris que la dimension spirituelle est au-dessus de la dimension humaine. Et la nécessité pour nos armées d'amener les gens pour cultiver ou renforcer leur foi. Plusieurs temps forts ont marqué cette rencontre, notamment la cérémonie d'ouverture, le festival des musiques militaires, la cérémonie au monument aux morts, la procession mariale, la messe internationale et la cérémonie de clôture. Toutes ces activités officielles sont ponctuées par des activités nationales, entre autres la présentation à la grotte suivie du rite de la lumière, les messes privées, le chemin de croix, la récitation du rosaire et les visites guidées sur la vie de Sainte Bernadette. Un pèlerinage bénéfique pour l'ensemble des participants. Au vu de ce cheminement que nous venons de faire, force est de reconnaître que la pauvreté terrestre donne la richesse dans le ciel. Nous avons vu une dame, une jeune fille à qui la Vierge Marie a apparu, insignifiante de façon matérielle, insignifiante de façon physique, mais c'est par elle que le monde entier aujourd'hui converge en ce lieu pour recevoir bénédiction et grâce. Lourdes est devenu un site de pèlerinage par excellence suite aux apparitions de la Vierge Marie à Sainte Bernadette de Sibirus, et cela 18 fois. Où en est la mise en œuvre de l'initiative Cacao et Forêt? L'état d'avancement de ce programme a été dressé récemment au cours d'une rencontre entre le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Alain Richard Danvaï, également président du comité de pilotage de l'ICF, et une délégation de responsables de l'industrie chocolatière mondiale. L'initiative Cacao et Forêt veut stopper la déforestation liée au cacao, développer l'agroforesterie et assurer un meilleur revenu aux planteurs. Le point avec Cheikh Koné. 3 points clés à l'ordre du jour de cette séance de travail entre le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Danvaï, et la délégation de l'industrie chocolatière conduite par la Fondation mondiale du cacao. Il s'est agi de faire l'état des lieux concernant l'initiative Cacao et Forêt. Des acquis à noter dans la mise en œuvre de cette mesure en faveur de la préservation et la restauration du couvert forestier. Ce sont entre autres la validation du projet du plan d'action estimé à 126 milliards de francs CFA, l'inventaire des projets et programmes dans les zones prioritaires qui sera restitué au 2 juillet 2019. Le deuxième point porte sur le code forestier. Les tests d'application de la politique de ce dossier ont été transmis aux parties prenantes pour observation. Une signature imminente du président de la République
est attendue pour ce décret. La liste des forêts classées a été présentée et remise par le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwayi, au président de la délégation. Toutes ces actions convergent en faveur du bon fonctionnement de l'initiative Cacao et Forêt, un engagement entre les principaux pays producteurs de cacao et les chocolatiers dans le but d'endiguer la déforestation et restaurer les forêts. Il faut de nouveaux véhicules pour renouveler le parc automobile du transport en commun. Les responsables du syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire ont échangé récemment sur cette question. Également au centre des discussions, une campagne de sensibilisation pour mettre fin à l'incivisme sur les routes. On fait le point avec Francis Boeffo. C'est un nouveau départ pour le syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire, CNTTCI, l'une des plus vieilles organisations syndicales du pays. Aux 120 secrétaires de section, les responsables du syndicat demandent de faire de l'assainissement du secteur des transports une priorité. Il y a beaucoup de comportements qui se passent au niveau de la gare. Nous le déplorons, donc nous demandons à tous les transporteurs et chauffeurs de se comporter en bons transporteurs. À tous les transporteurs, on n'a qu'à s'attendre pour envoyer la réconciliation pour que les transports doivent bien marcher. Le président du syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire, Soumaïla Fofana, invite par ailleurs les transporteurs à souscrire aux différentes opérations d'achat de véhicules pour accompagner le programme de renouvellement du parc automobile initié par le gouvernement. Toujours en Côte d'Ivoire, cette rencontre pour mettre en place un réseau des professionnels de la prospective. C'est une initiative du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Les explications de Mahama Traoré. La notion de prospective demeure peu connue du grand public et les compétences dans ce domaine se font rares. Pourtant, la fonction prospective demeure essentielle dans les politiques de planification et de développement des États. C'est sur la base d'un tel constat que le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique a réuni récemment les experts en planification issus du secteur public et privé. Ce, en vue de jeter les bases de la mise sur pied du réseau ivoirien des professionnels de la prospective. La prospective, dans un cadre de réseau, vient mettre en cohérence toutes les visions des différents ministères en relation avec la vision globale de l'État. Nous allons essayer de faire la promotion de la prospective. Nous allons aller même dans les entités territoriales, c'est-à-dire les collectivités territoriales, voir faire la promotion au niveau des autorités locales, comment nous pouvons agir pour le développement local. L'objectif, c'est de faire en sorte que la tradition de prospective soit pérennisée en fédérant donc toutes les expertises nationales pour que la Côte d'Ivoire puisse véritablement utiliser cet outil important dans son cheminement vers le développement souhaité. À l'issue des travaux de réflexion, un comité ad hoc a été mis sur pied afin de plancher sur les textes fondateurs du réseau ivoirien des professionnels de la prospective. Pour le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique, ce réseau viendra renforcer la culture prospective de la Côte d'Ivoire. Après s'y être lancé dans les années 70, le pays en est aujourd'hui à sa 4e étude nationale prospective, dénommée Côte d'Ivoire 2040. Un petit tour à présent dans la région de Lamé. Une délégation du programme des Nations Unies pour le développement a visité récemment la forêt classée de Besso. Objectif, s'imprégner des réalités sur le terrain en matière de reboisement. Astou Touré. Située à environ 30 km d'Adzopé, la forêt classée de Besso occupe une superficie de 21 565 hectares avec un taux de dégradation de niveau 1, soit 25%. Pour s'imprégner de cette réalité, une délégation du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, accompagnée d'une autre du ministère des Eaux et Forêts, effectue une visite dans la forêt classée de Besso. Dans le cadre de la réhabilitation du couvert forestier et de la gestion durable des forêts en Côte d'Ivoire, les deux entités ont saisi la nécessité d'atteindre rapidement l'objectif de restaurer 20% du couvert forestier ivoirien. Nous sommes à 11%, nous avons beaucoup détruit notre forêt et nous avons besoin de recouvrir rapidement le couvert forestier. Je pense que le système des Nations Unies est outillé pour le faire, pour renforcer nos capacités, mais aussi pour je dirais, amener tous nos partenaires techniques et financiers
autour de notre nouvelle politique. Les forêts représentent les 3 P des objectifs de développement durable. Nous parlons des peuples, de la planète et de la prospérité. Ce sont les 3 P. Donc, le PNUD est prêt à aider dans ce sens. Alors, quelles que soient les politiques qui seront mises en place, il faudrait qu'elles soient inclusives et qu'elles soient également durables. Grâce au fruit d'une convention de partenariat entre la Sodefort et une société d'exploitation de bois, la forêt classée de Besso bénéficiera d'une réserve biologique de 10% de sa surface, une création de 4000 hectares de plantations forestières et la promotion d'un système agroforestier prise sur 3500 hectares en plus du reboisement. Une séance de planting d'arbres suivie d'une visite de parcelles d'agroforesterie et une unité de production de plantes médicinales contre le paludisme ont meublé cette rencontre. Quelle politique de prévention pour la protection des personnes? Thème retenu pour les journées de la prévoyance et des actions sociales 2019 en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la première édition. Les grands axes de l'action sociale du gouvernement ont été présentés au grand public. Eugène Atoubé. C'est une grande première, la question de la prévoyance sociale portée au grand public. Entre participation aux différents panels, rencontres avec les experts et échanges sur les offres de services proposées par les acteurs de la prévoyance sociale, les populations de toutes les catégories professionnelles et tous les milieux de la société ont eu l'occasion d'en mesurer l'intérêt et les enjeux. Les femmes qui font les activités génératrices de revenus, par exemple, la CNPS compte les associer à leur activité. Je vais informer mes femmes et puis les encourager à adhérer à ce produit. Il y a quand même un effort que l'État fait pour soutenir les retraités. Les différentes interventions qui sont passées montrent bien que cet effort que l'État fait va se poursuivre. Pour les organisateurs des journées de la prévoyance et des actions sociales, il est temps de communiquer sur toutes les actions de prévention pour la protection de tous les membres du corps social et qui concourent à leur bien-être. Il faut que tout ce qui est fait comme action sociale, comme prévoyance en Côte d'Ivoire soit vulgarisé et que les informations partent au fin fond de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a rappelé et expliqué les actions du gouvernement dans sa politique de prévention pour la protection des personnes en Côte d'Ivoire. Une politique qui trouve son prolongement dans le programme social du gouvernement. Préoccupation majeure, l'accès des populations aux services sociaux de base et au progrès. Pour autant, Pascal Kwaku-Abinan exhorte les populations à la culture de la prévoyance sociale. En tant que travailleur indépendant, on peut s'affilier à la CNPS, bénéficier d'une retraite si tant ainsi qu'il a cotisé au moment où il était en activité. Et tout ça, les gens ne savent pas. La prévoyance sociale reste encore méconnue de bien de personnes. Aujourd'hui, le gouvernement y travaille afin que toutes les composantes de la société, sans exclusive, bénéficient d'une protection et le défi est en passe d'être relevé. Où en est la coopération Côte d'Ivoire-Turquie dans le secteur de la santé? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a signé récemment une convention de partenariat avec Acibadem, un groupe sanitaire turc qui évolue dans le domaine de l'évacuation des malades à l'extérieur. Les explications de Hamza Diaby. Signature, poignée de main, échange de présents. C'est fait, l'État de Côte d'Ivoire, à travers son ministre de la Santé et le groupe hospitalier turc Acibadem, sont officiellement partenaires. Déjà, on va commencer effectivement par la formation. Le groupe vient de nous offrir 4 bourses pour la formation d'étudiants dès la rentrée prochaine. Nous avons vu comment leur système même de couverture maladie fonctionne ici. Nous pouvons nous inspirer déjà pour notre couverture maladie universelle. Mart ayında burada ağırlamıştık. Şimdi nous sommes prêts donc à réaliser donc notre partenariat. Nous avons l'expérience de 28 ans dans le domaine de la santé. L'objectif c'est de donner donc tout ce que nous avons comme de savoir-faire, faire la formation, former donc nos partenaires. C'est qu'en fin de compte nous aimerons qu'ils puissent en profiter de notre expérience.
İnşallah ilişkilerimiz artarak devam edecek. Notre partenariat va vraiment aller de l'avance. Cette convention de partenariat, c'est l'aboutissement d'une mission préalable de techniciens et de médecins ivoiriens. Aujourd'hui, le ministre Janaka Awele découvre lui-même ce qui avait impressionné ses collaborateurs. Nous sommes à la pointe de l'exercice de la médecine. Le groupe Akibaden a une université qui comprend 4 facultés qui sont certainement à l'origine du succès, du rayonnement de ce groupe. Vous avez une faculté de pharmacie, une faculté de médecine, une de biologie et également une d'ingénierie. Pour dire que tout ce qui contribue donc, à un système performant de médecine se trouve réuni ici. Le groupe Acibadem, c'est une université et une quarantaine d'hôpitaux et de cliniques en Turquie et hors des frontières du pays. Plus de 23 000 employés y travaillent chaque jour, notamment 8 000 médecins et infirmiers qui reçoivent et soignent plus de 5,5 millions de patients chaque année. En image, la cérémonie de clôture hier du Festival de Cannes 2019 en France. La Palme d'Or a été décernée au réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho pour son film intitulé Parasite. Les dispositions prises par le gouvernement ivoirien pour ravitailler les marchés en bétail, sujet au centre de ce magazine du dimanche 26 mai 2019. Pour en parler, nous recevons M. Komissiri Dagnogo, directeur des abattoirs du district d'Abidjan. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage de Cheikh Koné. Les chevillards et les bouchers de l'abattoir de Port-Boué ont déposé couteaux, coupérés et couteaux désosseurs depuis le mercredi 22 mai dernier. Le plus grand abattoir d'Abidjan, qui grouille les jours ordinaires, est complètement désert. Les acteurs de la filière viande dénoncent une augmentation d'environ 600% des frais d'abattage qui passeraient désormais de 3 000 francs CFA à 22 000 francs CFA. Et ce, en raison de l'avènement de la nouvelle salle d'abattage qui a induit de nouveaux tarifs. Dès l'annonce de ce mouvement d'humeur, le ministre des Ressources halieutiques et animales, accompagné du gouverneur du district, s'est rendu sur place pour s'enquérir de la situation et clarifier les incompréhensions. Adjoumani Kouassi a fait savoir aux différents acteurs de la filière que l'impression d'une augmentation du prix de l'abattage n'est rien d'autre que le cumul de tous les frais entrant dans le processus d'abattage. Les mêmes frais qui étaient appliqués dans l'ancien temps avec les abattages qui se faisaient, ce sont désormais ces frais qui sont transférés à la salle d'abattage. Malgré cela, les chevillards ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas le changement. Quand ce travail était fait manuellement, quand on additionne toutes les taxes que le propriétaire du bétail paye aux chevillards, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à battre les animaux, quand on fait toutes les taxes, on arrive à peu près 20 750, disons 21 000 francs. 21 000 francs. Avec tous les systèmes qu'on a mis en place et avec les discussions que j'avais avec le ministre, on voulait mettre ce montant à 30 000 francs. Et au lieu de 30 000 francs, nous sommes descendus à 22 000 francs. Dans un passé récent, les activités d'abattage et de stockage étaient l'affaire d'une centaine de chevillards dans cet abattoir. La construction du nouveau centre d'abattage aux standards internationaux d'une valeur de 18 milliards de francs CFA sonne la fin de plusieurs activités annexes tenues en majorité par les chevillards. Alors, Monsieur Komissiri Dagnogo, le prix d'abattage d'un bœuf passe de 3 000 francs à 22 000 francs CFA, celui du mouton et du cabri de 700 francs à 3 000 francs CFA. Cela paraît excessif tout de même. Merci. Je voudrais remercier Monsieur le ministre en charge de la communication et le directeur général de la RTI qui nous donne l'occasion aujourd'hui de faire des précisions. Ce que je peux dire, il n'y a pas eu d'augmentation. Et il ne faudrait pas que les choses soient mal interprétées. Les 3 000 francs dont parlent les chevillards aujourd'hui, ces 3 000 francs ne constituent pas ce qu'on appelle de façon globale les frais d'abattage. Il faut dire que l'abattage est constitué de plusieurs activités. Il y a la première activité, c'est d'amener l'animal sur la chaîne d'abattage. Une fois qu'on arrive sur la chaîne d'abattage,
il faut assurer l'immobilisation de l'animal, que nous appelons la contention, pour permettre à celui qui doit faire la saignée pour venir égorger l'animal. Après cette étape, nous avons la phase de dépouillement, c'est-à-dire on va enlever la peau en fonction des espèces ou le cuir. Après cette étape, on a la phase d'éviscération, c'est-à-dire on enlève les viscères au niveau de l'abdomen, et après aussi il y a la phase où on retire tout ce qui est à bas, rouge, au niveau de la poitrine, c'est-à-dire le cœur, le poumon, ainsi de suite. Et après, pour les grandes carcasses telles que les bovins, on va passer à la phase de la fente. Et cette fente-là va permettre de diviser la carcasse en deux. Et après tout ça, on présente les demi-carcasses plus les abats à l'inspecteur vétérinaire qui va décider en fonction de son inspection, de son contrôle, si la carcasse elle est bonne ou pas à la consommation. Voilà différentes activités qui sont menées dans le processus d'abattage. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Il faut dire que l'abattoir de Port-Bouët a été construit en 1959, bien avant l'indépendance, et qui était adapté à l'époque, parce qu'on y abattait 50 à 60 bœufs par jour pour une population d'environ 500 000 habitants. Au fur et à mesure que l'agglomération du district a augmenté, on se retrouve aujourd'hui à 6 millions. Cet abattoir n'était plus adapté. Donc on s'est trouvé dans une situation où la marche en avant, qui est le principal même d'un système d'abattage normal, n'était plus respectée. Qu'est-ce qu'on faisait? On abattait l'animal sur place, tout se passait sur place, la saignée, le dépouillement, on essayait de mettre l'animal sur un palan pour faire tout ce travail-là, pour que vraiment on puisse avoir une viande de qualité. Mais ce travail était fait par des apprentis bouchers embauchés par les chevillards eux-mêmes. Donc quand on parle des 3 000 francs, les 3 000 francs correspondent à l'inspection sanitaire et qualitative exercée par les services vétérinaires mis à la disposition du district autonome d'Abidjan par le ministère des Ressources animales et halieutiques, ainsi que l'usage de la salle d'abattage, puisque c'est le district qui construit, c'est le district qui paie l'électricité, c'est le district qui paie la facture d'eau et c'est le district qui assure le nettoyage et la désinfection de cette salle. Voilà à quoi correspondaient les 3 000 francs. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est les 3 000 francs que le district touche. Maintenant, les jeunes qui faisaient la contention, qui amenaient l'animal, qui immobilisaient l'animal et qui faisaient la contention, qui faisaient le dépouillement, enlever la peau, qui faisaient l'éviscération, qui partaient nettoyer les tripes, qui faisaient la fente avec la hache ou bien avec la machette, ces jeunes-là percevaient des frais que nous pouvons démontrer un à un. Et ce sont ces frais-là aujourd'hui qui sont transférés sur la chaîne d'abattage de la nouvelle chaîne parce que, à partir du moment où nous avons rénové l'abattoir de Port-Bouët, il faut dire que cette rénovation s'est faite entre le ministère des Ressources animales et le district autonome d'Abidjan à travers un BOT, qui est une structure qui a rénové entièrement l'abattoir. A commencé par le parc de stabilisation, le parc à bétail, la salle d'abattage et a mis en place une grande chambre froide qui peut contenir jusqu'à 4 jours d'abattage aujourd'hui, plus un marché de gros qui a été rénové. Donc, tout le processus d'abattage qui se faisait sur place dans l'ancienne salle se fait maintenant sur une chaîne d'abattage. Et quand l'animal est amené, on n'a plus besoin de 3-4 personnes pour s'asseoir sur l'animal. C'est le piège à contention qui fait la contention tout seul. La fente est faite maintenant avec une scie automatique. Donc nous avons recruté les jeunes qui travaillaient, bien sûr, dans l'ancienne salle d'abattage et qui travaillent maintenant sur la nouvelle chaîne. Et tout ce travail-là est fait au nom du district d'Abidjan et c'est la structure qui a rénové l'abattoir qui paye ces jeunes. Donc tout ce qui a été fait, c'est tout juste transférer les frais que les jeunes touchaient avec les chevillards sur la chaîne d'abattage pour que ces jeunes-là puissent être rémunérés, pour qu'on puisse amortir les appareils qui ont été achetés. Donc il n'y a pas eu du tout une augmentation. L'élément qui est passé tout à l'heure, je crois que tout le monde a compris. L'abattage avant coûtait entre 21 000 à 25 000, 30 000 en fonction des opérateurs qui arrivaient. Aujourd'hui,
Là, le gouverneur a décidé qu'on baisse à 22 000. C'est ce qui a été fait. Et à 22 000, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc, il n'y a pas eu du tout d'augmentation. Il y a eu un transfert. Vous soulignez qu'il n'y a pas d'augmentation exponentielle, mais les chevillards, est-ce qu'ils ont été informés au préalable de tous ces changements? Bien sûr. Nous avons eu plusieurs rencontres. On a échangé, on a discuté. À l'une des rencontres, nous leur avons dit, si vous estimez qu'il y a une augmentation, allez-y réfléchir, venez nous dire quel est le montant qui correspond à cette augmentation. Et qu'est-ce que vous voulez mettre sur le prix du kilo? Ils ont été incapables de le faire pendant 2 mois. Donc, à vous entendre, les chevillards font preuve de mauvaise foi. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Ce qu'ils peuvent vous dire, on a eu des échanges. Ils nous ont demandé si on pouvait prendre tous ceux qui étaient dans l'ancienne salle avec eux pour venir travailler sur la machine. On a dit non, ce n'est pas possible. Il y a d'autres activités qui vont être créées autour de la salle d'abattage. Il y a la chambre froide, il y a le marché de gros, il y a le parc de stabilisation. D'autres personnes peuvent être embauchées à ce niveau-là. Mais on ne peut pas prendre tout le monde de la salle d'abattage pour venir mettre, parce qu'on aura le même désordre, parce que c'est le seul abattoir où du jour au lendemain, quelqu'un qui était bouvier, qui arrive avec des animaux, se retrouve demain apprenti boucher, chevillard qui travaille dans la salle. C'est anarchie, il faut qu'on l'arrête. Parce que l'abattoir est quand même un point très stratégique en matière de santé publique. Au jour d'aujourd'hui, 60% des maladies que nous, les êtres humains, contractons proviennent du monde animal. Et l'abattoir constitue le point où on doit surveiller ces maladies et où on doit tout faire pour garantir la qualité de la viande afin que ces maladies-là ne soient pas transmises à l'homme. Alors, le mouvement d'humeur des chevillards a débuté récemment. Est-ce que l'approvisionnement du district d'Abidjan en viande est régulier à ce jour? Doit-on redouter une pénurie de viande? Il n'y a pas de pénurie. Il n'y aura pas de pénurie. Aujourd'hui, si vous arrivez à l'abattoir de Port-Boué, vous allez à la chambre froide, vous allez trouver des carcasses de viande alignées dans la chambre froide. Le seul problème que nous avons connu, nous n'avons jamais été approchés par les bouchers pour nous dire qu'ils avaient un quelconque problème. Et on s'est rendu compte que lorsque nous avons mis en place le système d'abattage pour approvisionner la population, on s'est rendu compte que les bouchers ne sont pas venus s'approvisionner. Est-ce qu'ils rentrent dans la danse par solidarité ou bien sont-ils empêchés par les grévistes de ne pas venir s'approvisionner? Là, nous ne savons pas, mais nous passons l'information à toute la population abidjanaise, à toute la population du district autonome d'Abidjan, que l'abattage se fait normalement et que les carcasses sont disponibles. Celui qui a besoin de 20 carcasses, qui a besoin de 10 kilos, peut se déplacer, venir à l'abattoir de Port-Boué en attendant que le circuit de distribution qui se fait par les bouchers détaillants puisse se mettre en place. Mais il faut dire que le mécontentement des chevillards, nous ne comprenons pas. Peut-être ont-ils peur du changement, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, à l'abattoir de Port-Boué, quand vous prenez les acteurs qui y sont, en majorité, à 95%, ils ne sont pas en règle vis-à-vis de la réglementation. Parce que le métier de chevillard, le métier de marchand, le métier de coursier, le métier de boucher abattant détaillant ou bien de boucher détaillant, ce sont des métiers qui sont soumis à autorisation préalable. Ça veut dire quoi? Que tous ces acteurs-là doivent faire une demande d'agrément auprès du ministère des Ressources animales et halieutiques. Il y a une commission qui siège. Cette commission est présidée par le ministère du Commerce. Au cours de cette commission, les dossiers qui sont déposés par ces acteurs sont étudiés et on attribue un agrément pour une validité d'1 an. À l'abattoir de Port-Boué, tous ces bouchers qui font le tapage aujourd'hui, aucun ne dispose d'un agrément pour exercer à ce jour. Ça veut dire quoi? Je vous dis que l'abattoir constitue un point stratégique pour la santé publique. Permettez-moi de développer ce point. Dans le dossier... On a pratiquement fini. Les dernières questions. Les chevillards, on le sait, ne travaillent pas le dimanche. Alors la quantité des bêtes abattues vendredi dernier est-elle suffisante pour couvrir les besoins des consommateurs ce week-end? Je vous dis que même ce matin, j'étais à l'abattoir. La chaîne fonctionne. Combien de bêtes ont été abattues? Nous avons dans le frigo plus de 220 carcasses qui sont disponibles. Donc,
Je vous dis, même si vous sortez, si j'en sors du plateau et que nous allons à Port-Boué, vous allez vous ravitailler et la viande est là, il n'y a pas de problème, tout est disponible. Mais je vous disais, il y a un point très important. Pourquoi l'agrément? Parce qu'il faut qu'on sache l'état sanitaire de ceux qui manipulent la viande. La viande peut être propre, mais celui qui manipule, s'il n'est pas en bonne santé, peut être la source de contamination. C'est très important. Merci pour tous ces éclairages. Nous étions avec M. Komissiri Dagnogo, directeur des abattoirs du district d'Abidjan. Les dispositions prises par le gouvernement ivoirien pour ravitailler les marchés en bétail étaient notre sujet de discussion. Voilà, excellente fête des mères 2019 à toutes les femmes de Côte d'Ivoire.